Madame, c'est bonjour. Bonjour à tous et bienvenue à la revue des grandes unes. C'est avec la presse que vous aurez à lire disponible en kiosque ce matin. Et là, la nouvelle expression parle de crise anglophone. L'armée accusée de viol collectif. C'est le titre proposé par le tabloïd ce matin. Donc, on peut lire que selon des informations accablantes publiées sur son site en ligne le 26 février 2021, Human Rights Watch affirme que les survivants d'une agression sexuelle collective perpétrée par des éléments égarés de l'armée camerounaise le 1er mars 2020 attendent justice. C'est ce qu'on lit en page 2. Le journal parle également de vaccins Covid-19. Le gouvernement dit être prêt. Le ministre de la Communication, le ministre de la Santé publique et le patron de la police font d'ailleurs le point de la situation. C'est en page 5 du journal. On s'intéresse aussi à la santé universelle. Le GICAM dépité, donc le gouvernement interpatronal, déçu de n'être pas associé donc à la mise en œuvre, en place donc de cette couverture santé universelle. Et là, le dossier est également contenu en page 8 du journal. Et puis de nouvelles ambulances également pour le Cameroun. 10 véhicules ont été réceptionnés par le ministre de la Santé publique. 15 autres sont attendus. C'est ce que le journal propose ce matin. Le journal s'intéresse aussi à une autre localité, parlant notamment de Bodjongo, Boadibo, comme à la guerre de Bakassi, la rivière Bépélé, servant dans des limites territoriales entre les deux localités et donc sous le contrôle des hommes en tenue comme une armée d'occupation. C'est en page 3 du journal. Ce matin, à lire dans la nouvelle expression. Donc, alors, le journal Kalarakan, qu'est-ce que parle du tribunal criminel spécial? Laurent Esso autorise donc un arrêt des poursuites dans l'affaire Lebou. C'est ce que je vous invite à lire en page 5 du journal ce matin. Et même le même numéro parle aussi de rentrée solennelle avec le président de la Cour suprême qui tense le ministre des Domaines, les huissiers de justice, les avocats et notamment les procureurs de la République accusés d'être les perturbateurs de la bonne marche de la justice. Dossier à lire de la page 6 à la page 12 ce matin. Dans le numéro Le Kalaraki en kiosque, le journal Vision économique s'intéresse au complexe sportif de Lembe. Révélation sur la gestion de 218 milliards de francs CFA du projet. C'est un dossier que je vous invite à lire. Le même journal parle également du cadastre avec la gestion du domaine privé de l'État du Cameroun, désormais centralisé à la présidence de la République. C'est en page 9 de ce numéro également en kiosque aussi. Alors l'autre journal, c'est le Messager qui parle des licenciements abusifs. La nouvelle affaire Sidoff également dans le journal ce matin. Vous aurez à lire limogé donc de son poste de sélectionneur à l'issue de l'élimination en huitième de finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations édition 2019 pardon. La FIFA somme donc la Fédération camerounaise de football de verser 207 millions de francs CFA aux techniciens néerlandais. C'est ce que le journal nous propose en page 12 ce matin. On s'intéresse aussi à l'insécurité routière avec les radars semi-portatifs donc de la sensibilisation. C'est en page 4 du journal, disponible en kiosque ce matin et aussi dans le même journal d'autres informations. Alors, Émergence ce matin s'intéresse à la Fédération camerounaise de football et Clarence Sidoff et également la FIFA qui demande donc au Cameroun est payé 350 millions de francs CFA. C'est ce que le journal propose en grande une ce matin. Et là, on peut également lire en petite une Covid-19. Malachi Manaouda demande donc le test systématique des fonctionnaires. C'est ce que le journal propose aussi ce matin. Mutation parle du Covid-19 au Cameroun. Rebond mortel, c'est le titre proposé par le journal. Et revenant ici sur la rencontre qui a donné l'occasion aux membres du gouvernement, notamment le ministre de la Santé publique, le ministre de la Communication et le délégué général de la Sécurité nationale, de pouvoir s'étendre sur les mesures barrières et aussi les précautions à prendre. C'est dans le dossier de la page 7 à la page 10 du journal. Mutation de ce matin qui a également d'autres informations. Tribune d'Afrique s'intéresse à la justice française. Bolloré visé donc par une autre enquête au Cameroun. C'est un dossier à lire de la page 5 à la page 7 et surtout l'éditorial de Faustin Dicam en page 3. Et le journal parle également de la FECAFOOT avec la Tangandi et le choix de la fermeté. C'est ce que le journal propose également. Donc aujourd'hui, on constate que Mboumo Djea est donc habilité à gérer les affaires jusqu'à la prochaine tenue des élections de la Fédération camerounaise de football. C'est ce que le journal propose ce matin également. Et puis l'économie quotidienne parle de collectivités territoriales décentralisées, les leviers pour accroître les recettes fiscales. C'est dans le journal ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque, tout comme le Popoli qui parle aussi du stade de Lembe, la task force donc en défense contrôlée. C'est le journal qui le dit également. Et voilà ce que l'actualité nous propose. Et la presse disponible ce matin à la rédaction d'Equinox Télévision. Bonjour Jean-Paul Chuniati, bienvenue. Bonjour Flavien Malondongo, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs.
Merci d'être là. Camille, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Jean-Paul Chunette, que je n'ai pas vu sur... en posture d'invité. En posture d'invité depuis 8 ans. Bonjour. Bon, j'ai souvent été invité, peut-être que c'est... Pas sur le même plateau. Pas sur le même plateau que moi. Oui, en tout cas, on n'a pas souvent eu à être des invités. Bonjour téléspectateurs de Finance Télévision, mais un bonjour spécial à l'honorable Joshua aussi, pour qui je lève un vigoureux coup de chapeau pour la manifestation de son indépendance intellectuelle et surtout de son esprit républicain qui s'explique un peu sur cette drôle de cabale qui est montée contre lui et le groupe de parlementaires qui ont eu le cran d'écrire au Congrès américain et de leur dire que ce qui leur est rapporté n'a rien à voir avec la réalité du Cameroun. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de courage pour relever ce genre d'imposture. Et je pense que l'honorable Joshua aussi, qui jouit d'une très bonne, d'une grande indépendance intellectuelle, est en train de la mettre à jour en démontrant que ce qu'il a fait n'a rien de criminel, n'a rien de répréhensible et n'a rien d'une traîtrise, comme on semble le décrire un peu trop facilement dans les réseaux sociaux. Félicitations, honorable Joshua aussi. Jean-Paul, vous dites un mot? Vous avez traité de cette question également. Oui, je crois que j'ai parlé de la question la semaine dernière, je crois, à la revue de presse à la radio, et on avait demandé mon avis là-dessus. C'est vrai que jusque-là, l'honorable Joshua aussi ne s'était pas prononcé. Je l'ai suivi ce matin, il est revenu de fond en comble, il a clarifié le fond de sa pensée. J'estime que si c'est sincère, je pense qu'il n'a qu'à exprimer ce qu'il pense du fond de son cœur. Comme tout être humain, on ne peut pas le dénier à quelqu'un. Bon, est-ce que ceux qui lui ont fait les procès d'intention de s'être ralliés au RDPC pour écrire au Congrès américain, ont-ils tort, ont-ils raison? Comme lui-même il a dit, quand on est en politique, il faut s'attendre à tout. Bon, est-ce que ceux qui le dénoncent, c'est juste pour des positionnements politiques, notamment l'honorable Jean-Michel Nincho, il faut le citer ainsi. Mais il faut se dire que l'honorable Jean-Michel Nincho aussi, ce n'est pas la première sortie qu'il fait sur ce sujet, comme sur bien d'autres sujets. Il a son tempérament, il a sa vision, il a sa façon de voir les choses. Je pense que lui, il me semble appartenir au SDF radical. Rappelez-vous que dans les années 90, quand le SDF était encore le SDF, il ne l'est plus. Non, quand je dis le SDF, ça veut dire qu'à l'époque, il n'était pas question de s'asseoir avec le gouvernement et négocier quoi que ce soit. Quoi. Non, pas pactiser. Attends, négocier, c'est différent de pactiser. Pactiser, c'est que vous fermez les yeux sur un certain nombre de choses et vous acceptez. Or, quand vous négociez, ça veut dire que vous fixez une ligne. Un certain nombre de choses à ne pas violer, un certain nombre de choses où vous vous mettez d'accord dessus. Donc, à l'époque, je le dis parce que j'étais tout jeune à l'époque, mais on parlait beaucoup du SDF. Les positions du chairman, on lui disait de ne pas monter ici, il allait. Rappelez-vous, il avait été bombardé à canon d'eau en plein centre de Yaoundé. Donc, le temps passant, on a eu l'impression, ou alors le SDF s'est essoufflé, ou alors le SDF c'est assis à la même table que le RDPC. Donc, je dis simplement que je trouve l'honorable Jean-Michel Nincho assez radical dans ses positions. En tout cas, il y a un NEC spécial qui est annoncé. Bon, maintenant, le NEC a annoncé. Vous savez, l'honorable Joshua aussi a clairement dit que quand on veut se positionner en politique, il ne faut pas oublier qu'avec Ni John Fundi, qui a dit qu'il ne se présentera plus à une élection. Est-ce que ça ouvre la porte que, bon, même à la tête du parti, il ne sera plus? Donc, peut-être bataille de bonne guerre ou de mauvaise guerre. Attendons voir la suite. D'accord. Alors, merci d'être là ce matin pour commenter quelques sujets proposés par la presse. La nouvelle expression qui revient et parle des crises anglophones avec l'armée accusée donc de viol collectif. C'est le titre proposé par le journal. Mais des explications ici, c'est que c'est un rapport de Human Rights Watch qui révèle tout cela sur son site depuis le 26 février 2021. Oui, tout à fait. Il faut dire qu'aujourd'hui, je suis dans la posture de quelqu'un qui doit apprécier, contrairement lorsque on me donne cet article, lorsque cette actualité m'avait été donnée de traiter. Bon, je dois rendre compte des faits, rien que des faits. Si le rapport n'a pas dit que ce n'est pas l'armée, ce n'est pas à moi de le dire. Donc, je rends compte simplement des faits. Mais aujourd'hui, en posture d'invité, je crois que parfois on se demande
Que cherche Human Rights Watch au Cameroun? Parce que le moindre grabuge fait l'objet de tout un rapport, alors que dans d'autres pays, on ne voit pas beaucoup de rapports de Human Rights Watch, même si ce que Human Rights Watch dénonce, si c'est fondé, si au cas où c'est fondé, mais en fond, on voit une sorte d'acharnement contre le Cameroun, et parce que Human Rights Watch, qui est une ONG internationale, on ne comprend pas pourquoi un pays comme les États-Unis, George Floyd a été tué par des policiers, on n'a pas vu... À mon vision. Oui, on n'a pas vu Human Rights Watch s'indigner autant. Donc, on voit au Soudan un peu partout. Alors, vous estimez que c'est un acharnement contre le Cameroun? Non, mais c'est pour ça que je dis que ce soit 2 poids, 2 mesures. Parce que pour les mêmes crimes qui sont commis dans beaucoup d'autres pays, Human Rights Watch ne dénonce pas avec autant de fermeté, comme on le voit pour le cas de la crise anglophone. Ce n'est pas pour dire que, c'est pas pour dédouaner. Si les militaires camerounais ont fait un viol collectif sur les populations, c'est à condamner. Mais maintenant, il faut peut-être questionner la démarche de Human Rights Watch à toujours indexer le Cameroun, indexer. D'accord. Alors, Camille Nélé, quelle est la lecture que vous faites? D'abord, le titre proposé par la Nouvelle Expression ce matin. Moi, ma lecture est une lecture froide. Et là, j'interpelle la responsabilité du journaliste qui ne doit pas systématiquement s'abreuver aux réseaux sociaux pour venir présenter des informations gravissimes à la une de son journal et d'un. Cette information, ce rapport, entre guillemets, de Human Rights Watch contre l'armée du Cameroun, présentée comme une armée, comme responsable de viol, et même de vol dans un village en pleine nuit. Moi, Alors, le journal parle des éléments égarés. Il parle d'éléments égarés qui les a identifiés comme des éléments égarés. Vous savez très bien que les bandes armées elles-mêmes portent des tenues militaires. Mais ici, le problème, ce n'est pas de savoir si ce sont des militaires ou si ce ne sont pas des militaires. Qu'est-ce que c'est que cette obsession à toujours balancer des informations catastrophiques et même meurtrières, et même avilissantes de l'armée du Cameroun? Ça, c'est extraordinaire. Moi, je pense que cette allégrosie, je ne sais plus trop quoi, elle n'a les yeux focalisés que sur le Cameroun et elle ne cherche que des choses extraordinaires. On a vu des bandes armées sortir 4 chefs traditionnels de leur case, les sortir, ameuter les populations et les exécuter publiquement. On n'a même pas entendu un OK de Human Rights Watch. Mais Human Rights Watch est là pour demander, pour décrire même des actes qui seraient passés la nuit et en s'appuyant sur comment on appelle ça, sur des faits relatés par des témoins dont on ne cite pas le nom. Donc moi, je pense que ce genre d'informations très graves, tendant à mutiler l'image de notre armée, moi je pense que le journaliste qui les répercute doit tenir compte non seulement de sa responsabilité, mais surtout de sa clause de conscience qui peut lui dire que cette information est-elle bonne, est-elle vérifiable, est-elle vérifiée. Moi, je pense que c'est une information qui est très grosse, qui est très grave. Si les faits dénoncés sont vrais, moi, je ne vois pas comment il ne doit pas être dénoncé. Mais si c'est dénoncé par la même personne qui s'acharne, particulièrement sur l'armée du Cameroun tous les jours, on peut se poser des questions. Flavien, moi, je voudrais quand même relever quelque chose au-delà de l'acharnement. Si on peut le considérer ainsi, de Human Rights Watch, mais il faut quand même préciser que il y a eu des cas où on a eu des comportements indignes de certains éléments de force de défense, où des enquêtes gouvernementales ont été commises et on a retrouvé qu'effectivement ces exactions avaient été commises. Je ne dis pas que l'armée ne commet pas tout au moins des éléments, des soldats ne commettent pas des exactions. Je pense que le gouvernement a des moyens. Il faudrait quand même que si Human Rights Watch dénonce un fait comme ça, le gouvernement a les moyens d'établir les responsabilités, comme on a vu pour le cas de Ngarbou, on a vu pour d'autres cas. Et ces éléments ont été interpellés. Certains sont en train de répondre de leurs actes. Donc, parce qu'au-delà du fait qu'il faut protéger l'image de l'armée, il faudrait aussi que tout le monde dans l'armée ait un comportement exemplaire. Je comprends un peu, parce que autre chose qu'il faut quand même souligner, c'est que quand vous êtes sur un théâtre des opérations,
J'ai eu la chance, je ne sais pas la chance ou la malchance, d'être à Bamenda au mois de mai 2019. Vous avez failli mourir? Non, lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, faisait sa tournée. Il faut dire que la même attitude qu'on a quand on est hors du théâtre des opérations et l'attitude qu'on a sur le théâtre des opérations, honnêtement, on peut comprendre une sorte de dépit de certains hommes en tenue qui en ont marre, qui voient comment leurs camarades meurent. Rappelez-vous une vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux. On se demandait pourquoi ces éléments ont filmé ces vidéos, ont posté sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pour aussi envoyer un message à ceux qui tuent les hommes en tenue, leur dire que ce que vous faites, nous aussi, on est capable de le faire. Ne dit-on pas souvent que l'équilibre de la terreur fait régner la paix? Donc, Camille parlait tout à l'heure des bandes armées qui tuent, qui font ceci. Mais ce sont des bonhommes sans formation, sans foi ni loi. Un militaire n'est pas un homme sans foi ni loi. Vous voyez un peu. Donc on peut comprendre l'attitude, le sentiment humain de vengeance lorsqu'il y a une situation où on n'arrive pas à mettre la main sur des individus qui viennent prendre des éléments de force de défense et de sécurité, les exécutent, les tuent, les décapitent. On peut le comprendre. Mais c'est vrai qu'il faut quand même aussi il faut dénoncer pour que cela ne prenne pas une ampleur. Parce que l'armée républicaine a tous les moyens d'agir de cette façon-là. Mais il faut quand même qu'on essaie d'atténuer au maximum le phénomène. Parce que ça ne va pas résoudre la crise. C'est pour cela, Jean-Paul Chunet, que j'aimerais dire que la description que l'on fait, que Ali Grozi fait de ces militaires qui seraient arrivés, auraient déposé leur voiture hors du village et seraient descendus pour tuer, violer, voler même de l'argent, ce n'est pas l'armée camerounaise. Ce n'est pas cette armée-là. Ça, c'est de ce genre de militaires-là. On les voit plutôt au Burundi, au Congo, en RDC, tout ça. Ce n'est pas l'armée camerounaise. Et moi, je pense qu'avec les fermes mesures que le ministre de la Défense vient de prendre tout récemment, du fait de certains dérapages, je vois mal comment une armée camerounaise peut arriver dans un village, déposer son véhicule, descendre, violer, on a même violé des femmes. Camille, je pense donc qu'il faudrait donc faire attention dans la manipulation de ce genre d'informations. Il faudrait plutôt qu'on ouvre une enquête. Parce que si à la fin, l'enquête établit que ce que Ali Grozi et Human Rights Watch ont dénoncé est faux, mais là, il faudrait condamner cette attitude de Human Rights Watch. Mais si on lance une enquête et qu'on constate qu'effectivement, des éléments de force de défense ont commis ces bavures, c'est à condamner, comme on le voit avec d'autres cas qui sont condamnés. On aimerait que Ali Grozi vienne même faire partie de cette enquête au Cameroun. En tout cas, on va laisser le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse a réservé comme traitement de cette autre actualité. Et là, toujours dans la presse ce matin, on parle bien entendu du complexe sportif de Lembe avec des révélations sur la gestion de 218 milliards de francs CFA du projet. Et ça, c'est un titre du journal Vision économique. Et là, le journal, d'autres tabloïds sont revenus aussi sur le même sujet il y a quelques jours encore pour dire que c'est l'argent du contribuable qui continue d'être croqué, pour parler un peu comme ceux qui sont fâchés ce matin. Non, vraiment, Flavien Vallon-Dongo, je pense que cette affaire d'histoire, cette affaire du stade, du complexe sportif de Lembe fait déjà couler beaucoup d'encre. Et de tout ce qui s'écrit, que ce soit du côté des journaux, les défenseurs de ceux qui gèrent ces marchés sur les plateaux de télévision, je pense que ça ne fait, tout ce qui se dit là ne fait pas office d'une enquête sérieuse. Donc je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est de faire lancer une enquête sérieuse, qu'on établisse les responsabilités, parce qu'entre-temps aussi, vous savez, on dit souvent, lorsque vous êtes en dehors de la maison, c'est facile de dire ce qui se passe chez autrui ou bien dans une affaire où vous n'êtes pas impliqué. C'est un peu comme chez nous ici à Equinox. Quand j'écoute ce que les gens racontent dehors et tout, parfois vous tombez des nues si c'est vraiment l'entreprise où vous vous trouvez. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, quand il y a une situation pareille, au lieu d'ergoter à gauche, à droite, non, on a mangé 218 milliards, on a trop dépensé, on a fait ceci, on a fait ça. Parce qu'il y a une autre version qui vous indique que le projet initial, c'était 163 milliards, bouclé avec clairement. Mais Pichini avait juste tiré 113 milliards. Il y a il y a un ajout. Non, pas un ajout. Pas un ajout. Oui, c'est-à-dire que le nouveau maître d'œuvre
devrait bénéficier d'un certain nombre de financements et c'est cet argent-là qui est en train d'être bloqué. Ça, c'est la version qu'on vous donne. Il n'y a donc qu'une enquête pour dire clairement ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Encore que, bon, maintenant, les autorités qui sont en charge de ce dossier ne communiquent pas là-dessus. On a juste leur communicant, je veux parler de Cyril Tolo du ministère des Sports, qui est passé sur des plateaux, expliquer. Mais est-ce que ces explications sont-elles crédibles? Est-ce que ce que l'on dénonce, c'est crédible? Donc, le seul moyen pour établir la vérité, il faut une enquête sérieuse. Voilà, savoir combien on a dépensé au départ et jusqu'où se trouve, à quel niveau se trouvent justement les travaux et combien il faut encore pour la suite. Moi, je dis qu'au-delà de toute la jactance que l'on enregistre autour de cette affaire, le plus important, c'est de savoir est-ce que les travaux ont repris. Qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant? Parce que les gens sont en train de nous donner l'impression de faire de la diversion avec des débats qui n'en finissent pas sur les plateaux de télévision et dans les manchettes des journaux. Moi, je pense que le plus important aujourd'hui, la CAN, c'est dans 10 mois, je crois, Jean-Paul. C'est dans 9 mois. C'est dans 9 mois. Moi, je pense que le plus important, c'est de démarrer les travaux et de se lancer. Est-ce que les travaux ont déjà commencé? Ils sont déjà à quel niveau? Et comment compte-t-on les conduire? C'est ça le plus important. Tout le reste n'est que de la jactance, c'est tout. Et de la diversion. Non, doyen, vraiment, moi, je ne veux pas être d'accord parce que en même temps qu'on conduit un projet public, s'il y a des voix qui estiment que les choses ne se font pas dans les règles de l'art, la moindre des choses, c'est de communiquer. Tout à fait d'accord avec vous. Donc il y a un problème de communication. Parce qu'au-delà, il ne faudrait pas donc que d'autres personnes profitent du fait que la CAN c'est dans 9 mois, on ferme donc les yeux, disons nous on ferme les yeux, on laisse comme la CAN c'est dans 9 mois, ou alors on fera les comptes après la CAN. S'il est établi qu'au-delà des 163 milliards qui avaient été arrêtés et qu'on a pris 55 milliards de plus pour des choses qui ne sont pas justifiées. Non, il faudrait qu'on arrête ces saignées. Donc, on ne peut pas laisser que tout ça se termine. Après, on se retrouve à la fin, 218 milliards ont été claqués. Quand on mène les enquêtes, on constate que finalement, les 55 milliards de rallonge n'étaient pas légales. Vous savez, Jean-Paul Chignat, on peut toujours faire les comptes après. Vous n'étiez pas encore né en 72, mais en 72, après la 8e Coupe d'Afrique des Nations, il y a eu des comptes, il y a des gens qui se sont retrouvés en prison. Et parmi lesquels, de nombreux hommes d'affaires et des journalistes. Donc, les comptes, on peut les faire après. Moi, je dis qu'au-delà de tout ce qu'il y a, qu'on travaille, qu'on nous dise que c'est en train d'avancer. Est-ce que exiger... C'est à la suite de tout ce qui s'est fait la nation. Est-ce que exiger... La clarification n'est pas mauvaise. Je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça que je dis que exiger que les gens rendent compte ou expliquent ce qui se passe ne freine pas les travaux. On n'est pas allé sur le chantier, on a bloqué que non, les engins n'entrent pas ou bien les ouvriers ne travaillent pas. Je pense que c'est important. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Alors, donc, on parle du complexe sportif de Lembe avec des révélations sur la gestion de 218 milliards de francs CFA du projet. Vous aurez à lire tout cela dans Vision économique ce matin. Alors, autre chose dans la nouvelle, puisqu'il faut sortir du sport, on va parler également de cette affaire, de ces licenciements abusifs, c'est le messager qui le dit, la nouvelle affaire Sidoff. Aujourd'hui, on parle des millions également à donner, à remettre ou alors à donner à cet entraîneur, à ce sélectionneur qui est parti sur la pointe des pieds. Après beaucoup de défaites aussi. 350 millions de francs CFA. Non, il avait été viré par le ministre des Sports, simplement. D'abord, même pour manque de résultats. Oui. Bon, même s'il avait été viré pour manque de résultats, je pense qu'il y a, comment dirais-je, il y a toute une... C'était un contrat. Que disaient les clauses du contrat? Est-ce que les clauses du contrat ont été respectées? Pourquoi la FIFA aujourd'hui ordonne au Cameroun de payer 350 millions? Si la FIFA ordonne de payer 350 millions, on devrait comprendre, est-ce que le contrat avait été respecté à l'aide, parce que je pense que dans un contrat d'emploi, on prévoit jusqu'aux clauses, on appelle ça disposition finale. En cas de conflit ou en cas de mésentente, il y a toute une batterie d'arrangements qui est prévue. Donc, si aujourd'hui la FIFA, est-ce que la FIFA fait simplement une sorte je dirais pas acharnement, une sorte de mauvaise justice contre le Cameroun? Évidemment que le tribunal arbitral du sport est aussi là. Donc le Cameroun, si le Cameroun estime que le jugement rendu par la FIFA n'est pas équitable, le Cameroun va saisir le tribunal arbitral du sport, un tribunal qui ne connaît que trop bien le Cameroun désormais. Et voilà, à la suite de plusieurs dossiers déposés de ce côté-là. Alors, dans le messager émergence s'intéresse, parle de ce sujet ce matin. Oui, le messager, comme Jean-Paul vient de le dire, la FIFA a prescrit au Cameroun de régler ce problème-là. Mais le Cameroun, qui a pris sa décision et qui
a viré Sidorf d'abord parce qu'il n'a produit aucun résultat, qui n'habitait pratiquement pas au Cameroun et qui gagnait la bagatelle de 60 millions par mois, quelque chose comme ça. Donc moi je pense que le Cameroun a toujours la possibilité. Ce n'est pas une décision de justice, ce que vient de prescrire la FIFA. C'est une prescription. Le Cameroun a toujours des voies de recours, donc ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Mais alors, Camille, il faut, Flavien, avant de progresser, il faut condamner fermement certaines pratiques qui se font dans le recrutement des entraîneurs. Tout à fait. Ces pratiques consistent à faire venir quelqu'un où il y a des rétrocommissions, des histoires un peu compliquées. Une fois qu'un nouveau ministre arrive ou bien une nouvelle équipe arrive, vraiment la tête de cet entraîneur parfois ne plaît pas. On le fait partir manu militari. Même si ça peu importe ce que ça va coûter au Cameroun. Ce n'est pas la première fois qu'on voit des pareilles scènes. Je pense qu'on a eu le cas avec Hugo Broos qui vient de gagner la CAN. On le limoge sans trop comprendre pourquoi on le limoge. Voilà un entraîneur qui est venu avec un résultat. Il a gagné la CAN. Est-ce que ce n'était pas un résultat, doyen Camille? C'était un résultat. Il a produit un résultat. Pourquoi l'a-t-on limogé? Pour se retrouver après à lui payer encore des centaines de millions de francs CFA. Donc, je pense que ceux qui sont à la tête de ces administrations ou qui doivent gérer ces employés expatriés qui viennent chez nous, je pense qu'en jouant tout ce qu'ils font là, eux-mêmes ils tirent les marrons du feu, ils tirent des bénéfices dans cette affaire. Donc il faudrait d'abord que tout ça s'arrête. On n'a pas compris pourquoi, par exemple, en 2010, on peut prendre un entraîneur comme Paul Le Guen qui vient, il va à une Coupe du Monde, il rentre avec 0 point, mais même le pousseur de la rue pouvait être non-entraîneur des Lions et aller rentrer avec 0 point. Il y a quel effort à faire pour rentrer avec les résultats à 0 point? Très bien. Alors, donc, le messager parle du sujet, émergence également ce matin. Et aussi, un autre sujet, dans la nouvelle expression, on parle de Bodjongo, Bodibo, comme à la guerre de Bakassi ce matin, Kaminiri. Non, mais on a vu dans les télévisions ce week-end, jusqu'à hier, jusqu'à ce matin d'ailleurs, cette affaire très grave qui se passe entre deux villages de deux départements. Il y a le village Bodjongo, qui est dans le département de Forêt, qui est entré sur une surface de 60 hectares dans le département du Mungo, dans le village Boadibo, alors que ces deux villages sont séparés d'abord sur le plan naturel par un fleuve qu'on appelle Bépélé, et ensuite sur le plan administratif du fait que Bodjongo est dans le département de Forêt, Boadibo est dans le département du Mungo. On ne peut pas être un village qui est dans le département du Mungo et dans le département de Forêt. Bon, c'est une affaire, il semble qu'il y ait énormément d'intérêts qui sont là-dedans. Il y a des hommes d'affaires qui sont certainement couverts par des autorités administratives et qui sont allés à prendre sa capacité de 60 hectares dans le village Boadibo. Et 60 hectares, comme on l'a vu à Equinox ce matin, j'ai vu ce matin, comment des policiers sont entrés dans le village de Boadibo pour sécuriser toutes les opérations de débroussaillage et de saccage des plantations et de palmeraies du côté de Boadibo. Flavien Ballon-Dongo, vraiment, je veux dire, c'est un sujet préoccupant et à la limite désolant. On ne peut pas comprendre comment ces communautés vivaient là depuis combien de temps. On n'avait jamais entendu le moindre grincement de temps. Donc, les hommes d'affaires, les autorités, les hommes d'affaires jouent un jeu qui n'est pas très sain. Je vois mal un villageois, même s'il veut des terres. Il veut des terres pour cultiver. Il sait très bien que de l'autre côté, c'est un autre village. Il peut aller voir le chef de ce village, lui demander, voilà, comment ça se faisait à l'époque. Mais il y a aujourd'hui des gros intérêts, comme tout le monde. Aujourd'hui, les litiges fonciers sont devenus monnaie courante, simplement parce que ça draine de gros intérêts. Et je vous dis, les autorités administratives jouent de très mauvais jeux. On ne peut pas compter le nombre d'autorités administratives où on vous affecte dans une localité pour aller diriger. Vous arrivez, vous faites comment pour acquérir autant de terres. Autant de terres. Vous avez des autorités qui ont les 20 hectares, 5 hectares, 10 hectares. Plus que leur propre village. Plus que leur propre village. Donc ça se fait comment? Donc ce qui se passe là maintenant, j'ai eu à échanger avec quelqu'un qui est un frère à moi qui a été déployé sur le terrain. Mais je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais là-bas? Il me dit que pauvre moi, il faut obéir aux ordres. Parce qu'on se trouve dans une affaire où on ne comprend ni tête ni queue. Et j'ai même lu là qu'il y a un notable d'un des villages qui a indiqué, où la nouvelle expression l'a approché, il lui a dit non, allez demander au gouverneur ce qui se passe. Donc vous voyez, on ne comprend pas comment cette sorte de scène. Quand j'ai d'abord vu l'information à la une du journal, j'ai cru que c'était
d'autres assaillants armés qui sont venus s'installer, former une sorte de petit nombre. Non. Quelqu'un a acheté carrément 60 hectares dans le village Boadibo, vendu par les gens de Bodjongo. Voilà. C'est pour cela que, selon l'article de la nouvelle expression, au-delà de cette indication, le chef de Boadibo a écrit au gouverneur, comme le gouverneur est le patron de la région. Tout à fait. Il va rassembler certainement les deux chefs des départements, et du Vouri et du Bongo, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et c'est pour ça que l'affaire est en réalité entre les mains du gouverneur qui devra trouver une solution. Alors, Bodjongo, le chef parle, Sa Majesté Longo, qui dit que Bodjongo ne va jamais prendre Boadibo. Bon, en tout cas, s'il le dit et que la question qu'on se pose, qu'est-ce qui se doit passer pour que la police intervienne pour venir saccager et garder cette frontière? La question qu'on se pose. Il ne faut pas oublier que j'ai lu tout à l'heure dans le journal Kalara que lors de la rentrée solennelle de la Cour suprême, le président de la Cour suprême, Meko Bessone, a tancé le ministre des Domaines et des Affaires foncières sur ce qui se passe sur les litiges fonciers où c'est-à-dire on ne comprend plus rien, on comprend plus rien. Vous avez vu, c'est-à-dire qu'il y a une course vers l'enrichissement illicite, l'accaparement des terres. Et donc, il faudrait vraiment qu'on prenne du recul parce qu'à cette allure-là, je crains que la démographie, certes galopante, les intérêts économiques grossissants, on risque de se trouver un matin deux villages en plein conflit. D'accord, alors, le sujet contenu en page 3 de la nouvelle expression ce matin, et aussi on parle notamment dans le Messager ce jour, Jean-Paul Sunan parle d'insécurité routière avec les radars semi-portatifs de la sensibilisation. Oui, tout ce qu'on demande, c'est d'améliorer le système de surveillance de la circulation routière. Si ces radars semi-portatifs peuvent venir réduire le nombre d'accidents et permettre qu'on ne vive plus ce qu'on a vu, on va dire chapeau au ministre des Transports. D'accord, ça fait partie des promesses, en tout cas énoncées lors de la rencontre de l'Ouest, après l'accident. Ce n'était pas seulement une promesse du ministre des Transports, c'était un engagement. Et moi je pense que de la parole, le ministre est passé à l'acte très très rapidement. Il a mis 3 radars portatifs, semi-portatifs sur la route, sur ces axes-là, notamment sur l'axe de la falaise et même sur du côté de bâtir des radars portatifs mobiles qui permettent non seulement de mesurer la vitesse des véhicules, mais des radars qui sont capables de flasher en même temps 6 voitures en même temps. C'est-à-dire que autant ce radar flash une voiture qui est en train d'aller à droite, il peut flasher en même temps la voiture qui va de l'autre côté. C'est des radars de dernière génération, Tempocam, que le ministre des Transports a mis sur place. Et je peux vous dire que le 26 février, premier jour de l'expérimentation de ces radars, avec même le ministre des Transports avait pris la précaution de mettre avant l'emplacement des radars, attention radar, pour déjà commencer à mettre le conducteur. Alors combien de véhicules ont été flashés? Ce jour-là, 30 véhicules en train de... Vous savez pourquoi c'est intéressant? Vous savez pourquoi c'est intéressant? Non, vous savez pourquoi c'est intéressant? Parce que les anciens postes de radar, vous voyez quand un véhicule est en train de rouler, il fait le jeu de phare à celui qui vient en bas. Il dit attention les gars, là, avec le radar portatif, lorsqu'il est l'agent de radar est repéré, il peut bouger. Il peut se déplacer. D'accord, alors vous aurez à lire ça également dans le Messager ce matin. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus. Allez, nous donnons rendez-vous aux lecteurs en kiosque. Et demain, c'est un autre rendez-vous aussi. C'est le 3e de la semaine. Bonne journée.